En pleine période de durcissement des règles sanitaires, une médecin alsacienne affirme haut et fort qu'elle est contre le port du masque. Cette généraliste de Wangenbourg a été suspendue car elle a rédigé de faux certificats pour dispenser ses patients de le porter. Son discours suscite beaucoup de réactions. La justice a été saisie. Alexandra Bucur et Thierry Citer. Un certificat pour dispenser du port du masque. Le docteur Evengerer en a émis pour certains de ses patients et même pour les internautes qui pouvaient le remplir eux-mêmes. De faux certificats que le médecin généraliste de Wangenbourg assume entièrement. Il n'y a aucune raison de porter le masque. Aucune. Il y a d'autres médecins éminemment connus qui l'ont démontré. Je ne vais pas refaire le débat avec vous. C'est pas la gravité. Le masque, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce qui se cache derrière le masque. C'est-à-dire les conseillers du gouvernement qui sont corrompus. On a fait peur aux gens, on leur casse leur immunité, on les soumet. C'est une soumission. Et si le port du masque devient obligatoire un peu partout, le médecin qui exerce depuis 25 ans n'en a que faire. Un raisonnement qui divise la population. Je trouve ça très courageux de sa part, sachant qu'il y a très peu de médecins qui osent prendre position et que je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui pensent comme elle. Ah non, moi je pense que c'est pas du tout bien. Non, pour moi, il faut porter le masque, pas que pour soi, mais pour protéger les plus anciens surtout. Anti-masque, anti-vaccin, les méthodes du docteur Engerer sont connues, décriées par de nombreux confrères. Le Conseil de l'Ordre des médecins du Bas-Rhin a d'ailleurs lancé une procédure disciplinaire. Elle est contre les vaccins, elle est contre pratiquement tous les médicaments, traditionnels. Je pense qu'elle n'est même pas malhonnête, je pense qu'elle y croit à son raisonnement. Mais le problème, c'est que on ne peut pas l'accepter, quoi. On ne peut pas accepter qu'elle prenne systématiquement le contre-pied de ce que tous les experts en infectiologie recommandent. L'Ordre des médecins rappelle que ces certificats de complaisance n'ont aucune valeur. Quant au docteur Engerer, il devrait être sous le coup d'une mesure de suspension. L'Agence régionale de santé a saisi la justice. Elle risque la radiation. Toujours face au virus, on en vient à ce port du masque qui devient obligatoire dans l'ensemble de la ville de Toulouse. La ville de Nice aussi va suivre des mesures prises par les préfets de Haute-Garonne et des Alpes-Maritimes, demandées par les maires. Professeur Toubiana, là aussi, vous dites c'est de la surenchère plus que nécessaire? Oui, encore une fois, il n'y a pas de fondement scientifique au port du masque en espace ouvert. Voire même, ces masques, on ne les contrôle pas. Sont-ils lavés? Le port du masque peut même finalement avoir plus de conséquences négatives que positives. Donc, en espace ouvert, ça me semble complètement ahurissant. Et de la même manière que le confinement généralisé d'une population me paraît complètement délirant, le port du masque en espace ouvert généralisé dans les rues me semble complètement ahurissant et aucun fondement scientifique n'est capable de démontrer une telle mesure. Je suis d'accord avec M. Riant qui a dit que c'était des choix politiques, ce ne sont pas des choix scientifiques. Et effectivement, je suis encore d'accord avec lui. Oui. Professeur Toubiana, juste votre homologue épidémiologiste suisse, M. Flao, disait qu'aujourd'hui, le masque était au Covid, ce qui était le préservatif pour le sida. Il va si loin en disant qu'aujourd'hui, c'est un outil essentiel dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Comment vous justifiez vos propos là aujourd'hui? Est-ce que c'est pas aussi psychologique? C'est une des mesures gestes barrières essentielles pour les Français et pour le monde entier, en fait, finalement. Peut-être inventer la capote de tête, d'ailleurs. Tiens. Je reconnais bien mon ami Antoine Flao, avec lequel j'ai beaucoup travaillé par le passé. Il a le sens de la formule et une formule qui frappe. En réalité, Antoine Flao avait, lui, prévu une seconde vague dès le début de l'épidémie. C'est-à-dire qu'il avait prévu aussi qu'il y aurait une seconde vague en Chine. Pour l'instant, vous voyez, les prévisions d'Antoine Flao sont elles aussi à mettre en doute. Bon, merci beaucoup, professeur Toubiana, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Des propos évidemment qui font réagir. Quand on entend que le port du masque serait plus néfaste que bénéfique, a priori, ça interroge. C'est un discours
pour le moins minoritaire. En fait, moi, je m'interroge clairement sur la stratégie du professeur Toubiana. Est-ce que c'est de la concurrence vis-à-vis de professeur Didier Raoult qu'on réentend dans les médias? Est-ce que c'est une volonté d'exister? Je ne sais pas s'il se rend compte, moi j'aurais aimé lui poser la question, de la confusion que ça crée dans la tête des Français. Évidemment. Si l'épidémie est encore contenue, mais tant mieux, mais il vaut mieux être prudent que de ne rien faire. Il est toujours là, peut-être que le professeur Toubiana peut répondre. Moi j'aimerais bien savoir, voilà, professeur Toubiana, vous vous rendez compte au niveau communication, ce que vous créez comme confusion chez les Français en disant le masque ne sert à rien. Il y a quand même une épidémie qui est un petit peu active, peut-être moins, heureusement, mais vous vous rendez compte de ce que ça crée dans la tête des gens? Mais pourquoi est-ce que vous, de votre côté, vous vous rendez compte du drame du drame psychologique que vous générez? Pourquoi faudrait-il n'entendre qu'une seule voix? En réalité, les chiffres... C'est mieux quand la voix est à peu près homogène, quand elle vient du scientifique. Vous savez, les scientifiques, ce n'est pas une démocratie. C'est pas parce que tout le monde dit la même chose qu'ils ont raison. La science, c'est autre chose. Il faut revenir à la réalité. Regardez les chiffres et vous verrez qu'il n'y a pas d'épidémie à l'heure actuelle. Il y a des gens porteurs d'un virus, ils ne sont pas malades. Une épidémie sans malade, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai jamais vu. Et professeur Toubiana, on est quand même à la rentrée, il va y avoir l'automne, il y a la grippe, on voit qu'il y a la rentrée scolaire, il y a quand même des risques, même s'ils ne sont pas avérés par la suite. Est-ce qu'il vaut mieux pas prévenir et utiliser ce genre de mesures barrières qui sont à peu près les seules qu'on a vis-à-vis de ce virus, plutôt que de dire tout va bien, lâchons les masques, ils servent à rien? Non, j'ai pas dit tout va bien. D'une part, je n'ai pas dit ça. D'autre part, j'ai envie de rassurer les gens. Et j'ai envie de leur faire simplement voir que depuis maintenant des mois, il y a ce qu'on appelle du global mixing, c'est-à-dire que tout le monde est en contact avec tout le monde et que, comme par hasard, l'épidémie ne reprend pas. Et ça, personne ne m'explique pourquoi cette épidémie, cette deuxième vague n'a toujours pas été... n'a toujours pas démarré. Bien. Quand vous m'expliquerez pourquoi il faut attendre la rentrée des classes pour qu'elle démarre, là je commencerai à y réfléchir très sérieusement. Mais pour l'instant, tout le monde est en contact avec tout le monde, le port des masques, vous le voyez bien, n'est pas respecté, les gestes barrières non plus, et l'épidémie ne redémarre pas. Merci beaucoup, professeur Toubiana, merci beaucoup pour votre prise de parole ce matin. A ve vysílání je teď s námi senátor a místopředseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Jan Žaloudík. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane senátore, jak celou situaci kolem návratu roušek vnímáte vy osobně? Tak čeká nás doba covidí, co se jen tak nevidí a virus už za to nemůže. Já jsem už před časem říkal, že ta opatření budou společnost poškozovat více než virus sám. No vy jako lékař, onkolog, vy se přikláníte k tomu, aby se roušky nosily nebo naopak? Já kdybych jako lékař, onkolog a vlastenec měl s láskou vlastní něco doporučit, nebo mohl, nebo měl to právo, tak bych řekl, dejte manuály do archivu, odložte roušky, udržujte čistotu těla i ducha a chovejte se přesně tak, jako před rokem, před loni a před 5 lety. Vůbec nic se nestane. Myslíte si, že je vůbec nějaká oblast, ve které by byl smysl nosit ty roušky? No, tak samozřejmě. Já nosím 40 roků ve špitále. Jsou operační sály, jsou jednotky intenzivní péče, velmi pravděpodobně v současné době taky domovy důchodců a různě při různých rizikových akcích, ale určitě bych to nediskreditoval plošným nošením chvilku jo, chvilku ne, tam či onde. Myslím si, že už je to nedůstojné. Takže plošnému nošení roušek říkáte jednoznačně ne? Samozřejmě. Část opozice znovu zavedení roušek také kritizuje a upozorňuje na to, že je měla nahradit chytrá karanténa. Co si o tomto projektu myslíte? Chytří můžou být lidé, nikoli karanténa. Myslím, že už 60 epidemiologů před pár měsíci upozornilo, že kvalifikace je lidská, epidemiologická a jestli používají takový či jiný nástroj, seší čtverečkovaný papír nebo nějaký počítač, je věc technická, nikoli principiální. Ale chytrá karanténa nás nespasí a hlavně co hledáme. Teď už nehledáme nemocné lidi. Medicína se vždy v historii starala o nemocné lidi.
teď hledáme pozitivity, tak jsme pozitivní na kde co. Všichni jsme v republice pozitivní na Escherichia coli ve střevě, takže můžeme se testovat. Takže vy hlavně tedy doporučujete hygienu, to je na prvním místě. No, tak to bych doporučil obecně, že samozřejmě a tak jako v minulých letech a těch výroz je spousta a zase přijdou koncem roku a potom přijdou zase před jarem a budou tady různé vlnky, tak jako to známe z celé historie. A koronavirus je jeden z nich a tento není žádná výjimka, není to nic mimořádného, jak jsme si mysleli v březnu nebo začátkem dubna. Takže myslíte si, že koronavirus je přeceňován? Samozřejmě, velmi přeceňován a poškozuje nás to. Jaký to bude mít důsledky do budoucna? To se teda sám jsem zvědav, protože se bojím, že nastane doba covidí a stane se to regulátorem fungování společnosti, protože lecos vyhovuje a myslím si, že bychom si neměli tuto záminku brát. Medicína si to nezaslouží. Je to jakýsi nový regulátor na scéně a já bych nerad dožíval v této době a vůbec bych to nepřál potomstvu. Pane senátore, mohli bychom diskutovat o tom takhle dále, ale čas nás tlačí, takže já vám moc děkuji za váš čas a přeji vám hezký večer. Děkuji vám. But our professionals are saying maybe we don't need to be as concerned as we have been. Yeah, we're joined by Professor of Evidence-Based Medicine, Carl Hennigan, with his thoughts now. Good morning, Professor Hennigan. Do you think we shouldn't be as worried as some people say we should? Well, look, you've just outlined, say yesterday in hospitals in England, there was one death recorded. So you can see the impact of the disease in terms of its impact on admissions, critical care units is at an all-time low. What we need to be is still vigilant about the virus. We still need to think about our social distancing and our hand washing. But particularly as we go back to schools now, we should be reassured that the risk for children are incredibly low. And actually, your message is right. In fact, they're more at risk from infections like influenza. Why? In the University of Oxford. On weekends, I work in urgent care, and that triangulation of data is important to see what's going on the ground. What we're seeing now is healthcare getting back to normal, but it's all non-COVID stuff. I'm not seeing people present with COVID. And I think what's important here is people still are in a sense of anxiety and panic. And when we see these small rises in cases, that should be expected. Certain parts of the country will see little outbreaks. We saw 2 cases for children in Dundee, for instance. That shouldn't be a sense for us to get worried and anxious and then stop doing our daily lives. And this is particularly important for people engaging with healthcare, because what we've seen is people delaying because they're so concerned about turning up at hospitals. So I think across the board right now, the disease is at a low level and its impact is minimal. But, Professor, you say there are a lot of people who are worried and anxious because we're told to be. And then we get worried and anxious when we see people who are not worried and anxious, honestly, genuinely confused. Yeah, and I think that's part of the problem. I looked at some of the messaging coming to an area like Oldham. Even I couldn't understand all of the rules. And that's what's happening here. Some people are paralysed and staying in their homes and not going out. And then you're seeing these groups of people who are ignoring the rules completely. That's why I'm also calling for a very simplification of the messaging. And if you look at countries like Sweden, where they've done this really well, they've had the encouragement of the social distancing. Explain what that means. Everywhere you go, you're looking to actually make sure you can stay a distance apart from individuals and keep the hand washing going. And if you do them 2 features really well right now and keep pushing that message, we should be okay going forward into winter. What about the R rate, the reproduction rate? Because I think the number is now between 0.9 and 1.1 in Britain. I think, again, people get confused about that. Where should that R rate number be? Is that OK? Is or that should too there high? be an R rate? Should there be an R rate at all? Yeah, well, look, an R rate for me personally is a number that I find difficult to understand and do not use that often. What we look at is the background rates of cases. And if you look at that, it's been pretty similar for about 3 months now. And we know that through the ONS infection survey data. Around about 3,000 to 4,000 people a day have the infection, and it has not changed. Most of them people have a weak infection, low level of virus, so it's not causing them serious problems. And that's when you understand the virus is like other seasonal pathogens. It's called endemic. It is out there in society.
It is circulating at low levels. You cannot eliminate it to zero when it's out there in such a wide range. So what I do is actually try and get the focus away from cases and look at things like admissions. And when we did that in Oldham, what we see is admissions are at a very, very low level. And therefore, you can be less concerned. And generally, when we look at infections, we think about symptomatic people, the people consulting. If them numbers go up, I'll make you aware, and we'll start to say we might have a problem, and that's when we instigate measures. I just want to talk about teachers. You say not to panic there. You know, today I say my nieces and nephews in Northern Ireland, they're going back to school. Scotland already back, the rest of the country from next week. Teachers seem to be genuinely worried and worried that they have the resources to implement the sort of social distancing that they are supposed to implement. What would you say to parents of children, and what would you say to teachers? Well, look, not only that, we can go back to Denmark and Norway. So they've got experience of going back to school in June. So we've got quite a bit of experience now that within them going back, there hasn't been significant outbreaks. The COVID-19 germ can spread through your feces, which is why hand hygiene is so important. Am I right or wrong on that? Yeah, there's a growing body of evidence. There's over about 50 studies now that have showed that first the virus can be shed through the feces. There are some studies that show that live virus can be do it that way. And importantly, there's a growing body of evidence that's saying transmission occurs around toilets and in them areas. The good news about this, though, is that actually it's much easier to be managed with good hygiene and good cleaning regimes. And if we go to the Far East, they have a much more clearer understanding of disinfectant regimes and proper cleaning. And so we need to promote and really work hard and make our cleaners one of the most important aspects in our schools. Totally agree, Professor, yeah, that in schools and everywhere else. But basically you think get back to normal because this virus, you think, is on its way out? Well, no, I never said that it's on its way out. What it is at the moment is circulating low level. It's weak. It's becoming seasonal, like all of the other pathogens that are out there. Yeah. And then when you understand that, actually what you have to do is respond when it's appropriate. And the appropriate response right now is to get back to work, get back to school, and be vigilant and be calm and reassured. Right now, the risk to you is very low. OK, thank you. He is Professor Carl Heneghan. He's a clinical epidemiologist. He's director of the Centre for Evidence-Based Medicine at Oxford University as well. And the professor saying he's out there in the field, he holds clinics. Et Jean-François Delfrécy, l'école doit reprendre, tout le monde est d'accord là-dessus. Le nouveau protocole prévoit que la distanciation sociale n'est pas, je cite, obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves. En clair, vous prenez les dispositions, mais si c'est pas possible, vous rentrez quand même. Alors c'est vrai ça pour, je dirais... C'est un peu embêtant pour les parents quand même. C'est vrai pour les petites écoles. Et parce que c'est là où le port du masque, avant 8 ans, 10 ans, il y a une discussion sur l'âge exact, finalement c'est 10 ans qui a été repris, est difficile. Donc, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'il faut, que l'école reprenne, on en a tous besoin, les parents en ont besoin, les enfants en ont besoin. Deuxièmement, qu'il va y avoir des contaminations qui vont se produire chez les dans enseignants, certaines écoles, à la fois chez les enfants et chez les enseignants. Des écoles cluster. Et il faudra qu'on les traite des et qu'on les prenne en charge. Des écoles cluster. Ça sera peut-être même des classes cluster. Des classes cluster. Des classes cluster. Ce qui veut dire qu'il faudra tester massivement les enseignants. Vous souhaitez par exemple qu'ils soient testés régulièrement? Non, je pense qu'il faut qu'ils soient testés à la moindre suspicion. Mais entre le moment où on est contaminé et le moment où il y a une suspicion, il peut y avoir plusieurs jours pendant lesquels on a fréquenté une classe, deux classes, trois classes. On va pas, en tout cas avec les tests actuels, on va pas tester les enseignants toutes les semaines ou tous les 15 jours. Parce qu'on n'en a pas assez. Non. C'est parce que c'est pas possible de faire ça. Bon, en plus, je sais pas si vous avez déjà fait un test nasopharyngé. C'est pas très agréable. Le répéter, moi j'en ai fait 3. Le répéter, c'est quand même pas si évident que ça. Alors, si on passe avec des tests plus faciles à faire, à partir de prélèvements par exemple salivaires, on peut imaginer qu'on ait une stratégie un peu différente. Non, je pense qu'il faut garder le bon sens,
qu'à la moindre suspicion, à la fois à l'intérieur d'une classe, d'une relation familiale ou d'un enseignant qui a été contact, oui, là, on teste de façon très très large. Bon, et puis, on va avoir un certain nombre d'infections dans ces classes, à la fois chez les enfants et les enseignants. Et là, on ferme. Et on fait. Alors, on peut fermer la classe. Fermer l'école, il faudra bien y réfléchir et ça va dépendre de l'environnement un peu qu'il y a autour de cette école en général. Vous pensez qu'il faudrait donner des masques gratuitement dans les établissements scolaires? Comme le fait par exemple l'Italie. Ouais. Eh bien écoutez, moi je ne serais pas contre. Ah, c'est pas la solution qui a été retenue par Jean-Michel Blanquer. Oui. Je sais, mais je ne serais pas contre. De la même façon que le Conseil scientifique avait, sur l'utilisation des masques, souhaité, et d'ailleurs ça a été accepté, que les patients les plus précaires aient accès aux tests, et à la fois aux masques, eh bien pourquoi pas à l'école, si ça doit favoriser en tout cas d'avoir des stocks de masques qui permettent de maintenir et de garder les masques, en particulier sur la période de lycée où les enfants peuvent avoir abandonné un masque ou ne pas l'avoir, oui, moi je serais pour faciliter l'utilisation du masque. Un des points quand même de la rentrée qui va être important. Les jeunes n'écoutent pas les politiques. Ils me considèrent comme un vieux barbon hygiéniste. Ils n'écoutent pas le message. Donc comment faire passer le message à une série de jeunes? Quelle pédagogie? Et il faut qu'on trouve une autre... Et il y a une double logique. Il faut les protéger eux-mêmes. Si on est obligé de reconfiner, même partiellement lors d'une deuxième vague, les premiers touchés seront les jeunes. Je vous rappelle qu'il y a 600 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail en septembre et qui vont être les premiers impactés par les aspects économiques. Et donc, il faut essayer qu'on leur fasse comprendre qu'il faut qu'ils se protègent pour eux-mêmes et évidemment pour leurs parents et leurs grands-parents. On n'y est pas arrivé. Donc, il faut qu'on arrive à trouver... Changer la communication en direction des jeunes. En changeant de communication et en changeant peut-être de communicant. C'est-à-dire, je comprends très bien qu'ils ne m'écoutent pas, finalement. Hein. Il faut vous remplacer par... il faut peut-être qu'on s'appuie... Par Cyril Hanouna, quoi. Par exemple, ou sur les réseaux sociaux, ou sur un certain nombre de Twitter qui permettent de mieux faire passer le message. Il faudrait vous exprimer sur TikTok, Jean-François Delfrécy. Sur les applis de jeunes. Oui, on verra. Merci beaucoup Jean-François Delfrécy d'être venu expliquer aux vieux comme nous, en tout cas ce qui se passe en ce moment autour de cette épidémie. Arraché dans mon canapé, j'ai fixé cet objet lumineux. J'entendais mais je ne l'écoutais pas. Ma tête calmement calée dans cette lucarne d'éternité. Je voyais mais je ne regardais pas.